Restriction du HCSF, hausse des taux d'intérêt, contrainte du taux d'usure. On le sait, il est de plus en plus difficile d'obtenir un financement aujourd'hui. Avant 2020, c'était un petit peu la période dorée où les taux d'intérêt étaient bas et les banques n'avaient aucun problème à prêter, même à 110%. Ceux qui en ont profité pour développer leur patrimoine ont pris une longueur d'avance. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que je vous préviens que ces conditions n'allaient pas pouvoir durer et qu'elles étaient bien meilleures que par exemple chez nos voisins européens. On assiste maintenant à un durcissement des conditions du marché. Est-ce que c'est pour autant que vous n'allez plus pouvoir construire votre liberté financière? Non, je ne le pense pas. J'ai toujours des membres qui obtiennent leurs prêts. C'est juste qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas un minimum préparé, eh bien vous allez essuyer un refus. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir votre financement en 2023? Qu'est-ce qui fait qu'une banque va accepter ou refuser les meilleurs dossiers? Comment passer la limite du 35% d'endettement? Tout ça, on va le voir dans une vidéo où j'ai rencontré Nam, courtier et investisseur, et ensemble, on fait le point sur la dynamique actuelle. On vous donne 5 conseils pour obtenir votre prêt immobilier si vous êtes prêt à investir en 2023. Je pourrai également vous mettre en lien avec lui si vous le souhaitez, qui vous accompagne. Et dans ce cas-là, pour être tout à fait transparent, je serai rétribué de sa part si votre dossier aboutit. Dans ce cas-là, je vous laisse regarder cette interview. Je suis désolé pour la qualité vidéo qui n'est pas exceptionnelle, mais concentrez-vous sur l'essentiel, le message et les conseils qu'il va vous partager et que je vais aussi ajouter. Lui voit passer beaucoup de dossiers au quotidien. Donc c'est parti pour les 5 conseils à suivre pour pouvoir emprunter et investir en 2023. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'ai le plaisir d'être avec Nam. Bonjour Nam, tu es donc le fondateur de Coprêt. Et donc, tu es courtier et investisseur, donc deux casquettes intéressantes accumulées. Je te remercie d'être avec nous. L'idée, c'est qu'on puisse aborder la situation du marché du financement en France en 2023, ce que tu vois de ton côté dans ton activité, et puis qu'on puisse partager des conseils pour les gens qui veulent obtenir leur prêt. Alors, nous, on va plutôt s'adresser à des investisseurs, mais forcément que dans le lot, il y a aussi des gens qui cherchent pour leur résidence principale. Donc, on essaiera peut-être d'aborder un peu les deux pans. Première question, peut-être pour démarrer, on a vu les mauvaises nouvelles, clairement, sur le marché du financement qui s'accumule. Ça a commencé en 2021, 2022, le HCSF, les 35%, les taux qui remontent. Enfin, voilà, il y a le taux d'usure qui posait problème, qui s'est un petit peu assoupli récemment. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont négatives. La production de prêts qui a aussi pas mal diminué d'après les chiffres officiels. C'est quoi la perspective pour toi aujourd'hui? Tu vois, comment tu vois les choses avec cette dynamique assez négative déjà pour commencer? Déjà, merci Michael, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Niveau de perspective, crédit immobilier et monde de l'immobilier. Bon, c'est clair que pour nous professionnels du financement, niveau de la production et du taux de transformation, nombre de dossiers puis finalisation, c'est sûr que le taux de transformation, il a été réduit. Aujourd'hui, en fait, la complexité, c'est que lorsque nous courtiers ou banques, tous les jours, je suis aussi avec nos amis, nos confrères conseillers bancaires. Lorsqu'on reçoit un dossier, principalement, on sait que ça va aller au bout, à 85-90% de chances que ça aille jusqu'au bout. Et voilà, on monte le dossier, on sait comment présenter les choses, on sait exactement comment ça va se passer, le délai, etc. On maîtrise. Aujourd'hui, on a un peu moins de maîtrise. C'est vrai que les dossiers où on était certain que ça aille jusqu'au bout, une quasi-certitude, même si on n'est jamais sûr à 100%, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des surprises, même sur des très beaux dossiers qui cochent toutes les cases. Le taux d'usure, c'est une vraie problématique. Vraiment, c'est une grosse, c'est compliqué pour tout le monde, de tout l'écosystème, en commençant par les acheteurs, malheureusement, qui aujourd'hui, qui cochent toutes les cases, vraiment, taux d'endettement, tout est bon, reste à vivre, beau profil, CDI, etc. Et le taux d'intérêt est tellement proche du taux d'usure. Là, tous les jours, j'ai encore des dossiers où, voilà, par exemple, là, le taux d'usure, il est à 4,10, là, au mois de mars 2023. J'ai une proposition de la banque sur 25 ans à 3,90. Le taux. Et les médias communiquent sur le fait que c'est une bonne nouvelle, le taux d'usure augmente, voilà, puisqu'il faut quand même donner des bonnes nouvelles. Et on essaie tous les mois, on essaie de donner des bonnes nouvelles, mais dans la réalité des choses, c'est que le taux d'intérêt augmente aussi. Et forcément, on reste encore bloqué depuis plusieurs mois à cause de ce taux d'usure.
Alors, sur ce taux d'usure, pour les gens qui me regardent, qui savent peut-être pas ce que c'est donc le taux maximum auquel une banque peut prêter en incluant tous les frais annexes, donc y compris notamment l'assurance. C'est souvent ça qui fait dépasser, quand on prend le taux du prêt plus le taux de l'assurance, qui fait dépasser le taux d'usure, ce qui fait que la banque ne peut pas accorder le prêt. Alors, ils ont donc ils ont mis en place le fait que le taux d'usure soit réajusté tous les mois désormais, ce qui devrait apporter un petit peu plus de souplesse. Mais on sent qu'effectivement, il est très très proche du taux proposé par les banques, et c'est ça qui est gênant et qui peut poser problème sur plein de dossiers. Même si tous les frais annexes, on peut les optimiser dans une certaine mesure, mais voilà, au bout d'un moment, il y a des limites mathématiques. D'accord. Donc taux d'usure toujours problématique. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui comme profil à une banque? Parce que tu dis que, tu vois, l'exemple que tu donnes en début, c'est-à-dire beau profil, CDI qui dépasse pas les 35%, etc. Qu'est-ce qui fait que ce profil-là, par exemple, c'est quoi? C'est à cause de l'âge des emprunteurs? C'est quoi qui va faire qu'il dépasse le taux d'usure? Ce qu'il faut savoir, je pense que c'est important de le dire face à une communauté d'investisseurs. Voilà, je le vois beaucoup quand je regarde des questionnements sur les forums, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi la banque me prête ou me prête pas. Donc, je pense que c'est un point important à dire, c'est que les banques, elles prêtent, c'est une activité commerciale. La banque, c'est une boutique et elle va regarder votre profil et quel est l'intérêt pour la banque de vous financer. Donc là, c'est la première des choses. Moi, je suis la banque, c'est quoi mon intérêt à le financer? Alors, justement, ce qui était une de mes questions suivantes liées à ça, c'est quoi les profils recherchés par les banques aujourd'hui? Elle recherche tout profil, il n'y a pas un profil type. Ce qu'elle veut principalement, c'est voir le potentiel du client par rapport à ses revenus, son potentiel de revenus. Après, elle cherche pas forcément les meilleurs revenus, elle cherche des revenus stables, mais il y a aussi le côté, est-ce que par rapport à son revenu, c'est cohérent sa façon d'épargner? Parce qu'on peut très bien avoir un fort revenu, mais derrière aucune épargne, un profil dépensier. Donc ça, c'est un point négatif. Comportement bancaire. Comportement bancaire. Donc il y a le côté revenu, profil évolutif, sa façon d'épargner, sa façon de gérer les comptes, bien sûr. Tout va être minutieusement regardé. Après, il y a l'âge. L'âge compte aussi, hein. Est-ce que vous avez moins de 30 ans? Il y a des profils types. Il y a des profils moins de 30 ans. Il y a des profils moins de 36 ans, profil supérieur à 40 ans, les seniors. Tout ça, c'est regardé. Est-ce que vous êtes multibancarisé? Ça aussi, faut faire attention. Lorsqu'on fonctionne avec 2-3 banques, c'est pas très apprécié. Donc, par rapport à ce profiling que la banque va faire, hein, il y a une multitude de paramètres. Donc, l'âge, le revenu, la gestion de compte, l'épargne actuelle, le métier, plein de paramètres, va faire que la banque va déterminer un profil et par rapport à ce profil, va dire, moi, sur ce profil-là, je suis capable de faire telle condition de tel taux. Et donc, il y a une certaine fourchette de taux que la banque est capable de faire, d'un très bon profil, un excellent profil, à un profil entre guillemets plus bas. Là, sur les taux actuels, je donne un exemple. Il y a une banque qui est capable de faire entre 3,20 à 3,90 et les 3,20 c'est destiné au meilleur profil. 3,90 ça va être sur des profils qu'elle juge inférieurs sur les différents paramètres qu'elle établit. Et donc, plus on est dans le entre guillemets top profil que la banque a envie de financer parce qu'elle a envie d'avoir en tant que client, plus on s'éloigne du taux d'usure et là, plus on a de chance déjà d'avoir le financement et après avoir les meilleures conditions. Ça, c'est important toujours de le rappeler, ça reste fondamental. Je le vois moi dans les membres de mes programmes, hein, les gens continuent à avoir du financement. Donc, ça dépend vraiment de la qualité des profils sur les aspects que tu as donnés, hein, la gestion des comptes, bien sûr le type de revenu, le potentiel de ce que peut rapporter le client à la banque aussi. Bon, il y a aussi le truc connu la banque évidemment, elle veut pas des mercenaires qui cherchent des prêts secs, voilà. Donc elle cherche quelqu'un qui veut développer aussi une relation avec la banque sur le long terme. Tiens, une question aussi assez fréquente qui revient très souvent. Aujourd'hui, pour quelqu'un, résidence principale ou investissement, tu me diras, mais est-ce que c'est encore possible, réaliste aujourd'hui? Est-ce que c'est une possibilité même infime qui existe d'arriver à emprunter encore aujourd'hui à 110%? Tu vois passer des dossiers comme ça ou pas? Alors, c'est très rare. Effectivement, le 110% est quasiment, alors moi je parle
Côté Île-de-France, après, il y a toujours du cas par cas dans certaines régions de France, mais sur le côté d'Île-de-France où nous, on est plus implanté qu'auprès, Mhm. c'est vraiment très rare, voire quasiment impossible sur les banques traditionnelles, hein, les banques que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il y a quand même une exigence minimum qui est de 10, voire voilà, réaugmente, mais c'est minimum 10% d'apport. Donc ces 10% d'apport, on considère que c'est les frais de notaire, les frais Oui. associés, etc. Mhm. Et donc la banque, elle, ce qu'elle veut, c'est financer que la valeur du bien. Et tout ce qui est frais annexes, voilà, c'est à nous en tant qu'investisseurs de au minimum apporter ces frais-là. Après, c'est vraiment du cas par cas. Je sais que dans des régions de province, le 110% est toujours possible. Tout dépend aussi du profil. Si ce profil a là tant d'épargne, a là un patrimoine, elle est client depuis un certain temps dans la même banque, elle a du patrimoine placé, la banque peut se dire, bah voilà, moi, il a 100 000 placés chez moi, il a déjà sa résidence principale chez moi, on a une bonne relation commerciale avec ce client-là, on lui finance, et c'est logique, son premier investissement locatif. Il a largement les capacités de mettre l'apport, mais ça nous permet de pas décaisser ce qu'il a placé chez nous en assurance vie, donc on lui fait du sans apport. Ok. Donc Ok, elle en est ok. Donc, capable, elle en est capable, mais après c'est du cas par cas. C'est sûr que si pas la même. si on vient, on dit je gagne 10 000 euros par mois, je suis un super profil, mais j'ai pas d'épargne, la banque même à 10 000 euros par mois, elle va pas vouloir puisque on ne montre pas, l'investisseur ne montre pas qu'il est épargnant ou qu'il a une capacité d'épargne. Et l'épargne doit servir de garantie pour la banque. Et là, elle n'en a pas la garantie, donc elle va pas vouloir faire le 110%. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant de voir que la banque réfléchit toujours sur l'aspect risque et l'aspect commercial, C'est et que ça. le 110%, c'est une décision commerciale de la C'est ça. banque Ouais. quand elle estime que l'effort de son côté en vaut la peine pour le client par rapport au profil client. Ouais. Ouais. Ok. Comment on fait pour bien travailler avec un courtier? Parce que moi, dans mon programme, donc j'ai beaucoup d'investisseurs notamment, et il y a eu des vagues. Alors, il y a 10 ans, par exemple, le courtage était très, très sollicité. Puis après, tu as dû le voir, les banques ont fortement limité le nombre de courtiers. Donc, il y a eu une vague, là, il y a 4-5 ans, où le courtage s'est réduit. Dans les profils, tu vois, que j'ai, les gens que j'accompagne, il y a toujours cette question qui revient entre est-ce qu'il vaut mieux le faire soi-même, est-ce qu'il vaut mieux faire un appel à un courtier, est-ce qu'il vaut mieux faire les deux, évidemment pas dans les mêmes banques, on connaît pas que le travail, que chacun puisse travailler et puis que pas pour rien. Mais du coup, tu vois, comment on fait pour bien travailler avec un courtier quand on veut, tu vois, que ça se passe le plus rapidement possible, le plus simplement possible, tu vois, c'est quoi le comportement ou le type de profil ou comment ça se passe, toi, quand tu dis ça, c'est un bon dossier, c'est pas tant pour les caractéristiques du client lui-même, tu vois, mais pour la manière dont ça se passe, l'interaction, etc., tu vois. Bonne question. Alors, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a des personnes qui veulent tout faire soi-même, et ça, on le voit dans tous les domaines, hein. Et des personnes qui préfèrent déléguer. Voilà, ils se sentent pas du tout spécialistes, ils se sentent pas du tout capables d'être en face avec n'importe quelle banque et négocier avec la personne en face. Donc, c'est vraiment deux écoles. Après, le conseil, je conseillerais vraiment à tout le monde de, de voir plusieurs interlocuteurs, ne serait-ce que au moins sa banque, avoir l'avis de sa banque Mhm. avant d'entamer les recherches, de bien connaître sa capacité d'emprunt. Donc sa banque, c'est entre guillemets la première porte. Et le courtier, je conseille quand même à tout le monde de solliciter, prendre rendez-vous avec un courtier. Alors un courtier recommandé de préférence. C'est toujours sympa de travailler avec un courtier recommandé parce qu'on sait, on connaît les références, on sait que ça s'est bien passé. Et pourquoi? Parce que contacter un courtier, déjà, vous avez des conseils entre guillemets gratuits, donc ça coûte Ouais. rien. Ça vous permet de comparer avec l'avis de votre propre banque. Donc, ça vous permet d'avoir deux avis différents. Le courtier, théoriquement, bah, c'est sa spécialité, donc il vous donnera
plus d'informations sur le marché du crédit actuel. La banque vous donnera son avis niveau interne, mais le courtier vous donnera une vision 360. Il travaille aussi avec d'autres banques qui non traditionnelles que le particulier n'a pas accès. Voilà, il vous donnera vraiment d'autres pistes. Ce sera un autre discours. Et puis, vous aurez des informations sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Bon, déjà, il y a le courtier. Il y a différents types de courtage, hein. Il y a le courtier qui va vous donner des informations sur les taux, les meilleures conditions du moment. Donc ça, déjà, c'est bon à savoir. Et après, il y a le courtier qui va vous dire la meilleure manière de présenter votre dossier ou vous mettre en avant vos points forts, vos points faibles. C'est du cas par cas. Chaque cas est unique. Et l'avantage de passer par un courtier, c'est que comme votre dossier est unique, voilà, il y a toujours une particularité. Lui, il saura parfaitement vous dire, par rapport à votre profil, la qualité de votre profil ou la problématique que je vois tout de suite par rapport à votre situation. Moi, j'ai telle banque, je sais que ça va matcher avec telle banque, j'ai une bonne relation de partenariat, j'ai une bonne relation d'affaires, entre guillemets, avec cette banque, on s'entend hyper bien, elle me connaît, je la connais très bien, je sais exactement comment elle réfléchit, comment elle pense. L'avantage du courtier, c'est que tout de suite, il pourra trouver des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avis du banquier de sa banque, c'est bien. Le banquier ne va pas aller aussi loin qu'un courtier, parce que le banquier va donner une simulation rapide par rapport à quelques éléments chiffrés. Le courtier, il est censé aller plus loin dans la réflexion, et parfois aujourd'hui, ça se joue sur un petit détail. Le petit détail que le banquier n'aura pas vu, le courtier peut le voir, et des fois, ce petit détail, ça peut être un refus de prêt plus tard. Donc c'est vrai que ça. Tu penses à quoi Il y a plein de petites choses que je vois tous les jours, hein. Le prospect a été voir sa banque, voilà, il a pas vraiment envie d'aller voir un courtier vu que 3 mois avant sa banque lui avait dit tu pouvais emprunter tant sans souci. Voilà, une étude préalable entre guillemets rapide. Lui confiant, il se lance sur un projet. 3 mois plus tard, il va voir sa même banque et voilà, le banquier avait peut-être mal calculé les revenus parce que tout se joue aussi là-dessus, hein. Il faut le calcul du revenu, ça doit être hyper précis parce que des fois, pas prendre en compte une pension. Une pension, c'est une charge. D'autant que maintenant, la règle, le mode de calcul est défini clairement dans la loi, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Donc, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que là-dessus, sur les simulations d'emprunt, moi j'ai vu passer du coup par les intermédiaires des membres, hein, des centaines et des milliers de dossiers. On a tous les cas, c'est-à-dire que des fois les gens vont obtenir bien plus que la simulation de départ. Des fois, ils ont du mal à obtenir la somme qui avait été simulée, comme tu le dis, parce que peut-être ça avait été fait de manière pas très précise. Et comme c'est pas engageant entre guillemets pour la banque, c'est vrai qu'ils vont pas non plus consacrer beaucoup de temps à rentrer dans les détails. Et puis si la personne n'est pas experte, elle se rend pas compte de comment c'est calculé. Et puis si c'est juste, pas juste, elle peut avoir de faux espoirs sur sa capacité d'endettement. Ouais. Ok. Ouais. C'est le risque, je dirais. C'est pour ça que c'est le meilleur des conseils, c'est toujours comparer, avoir au minimum 2 avis différents. Et moi, je dis toujours à mes clients, vous voyez votre banque, vous avez mon discours. Je suis pas contre que vous allez aller voir un autre courtier pour comparer aussi. Vous aurez comme ça 3 avis différents. Et après, de toute façon, à la fin, vous décidez avec qui vous travaillez, soit avec votre banque, soit avec l'un des 2 courtiers. Et ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir bien. Avec qui vous sentez le mieux? C'est quoi pour vous la meilleure alliance? Est-ce que vous pensez que c'est avec votre propre banque ou vous avez plus de chances d'avoir un bon résultat? Ou est-ce que vous pensez que c'est avec moi ou avec mon confrère? Il y a aussi cette relation de confiance qui est primordiale. Ouais. Parce que aujourd'hui on simule, il n'y a rien de concret, ça reste une simulation. Je vous donne un accord de principe selon ce que j'ai sous les yeux, mais après là c'est 50% du travail, les 50% restants, là vous allez voir le suivi, c'est très important.
Est-ce que la banque sera aussi réactive que moi? Est-ce que dans la présentation de votre dossier, la présentation elle va être aussi précise que moi? Parce qu'il faut tout expliquer aujourd'hui. Voilà, la banque qui décide, c'est aujourd'hui finalement, c'est pas votre conseiller bancaire qui décide. Le conseiller bancaire va faire une présentation, va monter votre dossier, va l'envoyer soit à son directeur d'agence, soit au siège où il y a tous les analystes de prêt. Et eux, ils reçoivent des dizaines de dossiers par jour. Donc, si il y a une mini synthèse de 5 lignes versus 15 sur 2 pages chez le courtier où c'est hyper détaillé, hyper bien expliqué, bah, il y a plus de chances que votre dossier passe parce que tout a été bien expliqué, bien présenté par le courtier, plutôt que la mini synthèse du conseiller bancaire où là, l'analyse de prêt va se dire je comprends rien à ce dossier-là, les revenus, je sais pas comment il l'a calculé, c'est imprécis. Moi, j'ai 10 dossiers derrière, je le mets en dessous de la pile. Enfin voilà, on sait pas. Et ben, peut-être que l'analyse de prêt va moins être concentrée, va moins être déterminée sur ce dossier-là, et va préférer, pour n'importe quelle raison, va préférer dire bon, tel refus. Voilà, donner un motif de refus. C'est plus simple aujourd'hui de refuser que d'accepter au niveau de la banque. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça, parfois où même nous, en tant que courtier, on peut recevoir des refus sans explication. La banque ne souhaite pas expliquer, motiver sa décision. Non, mais ouais, je dis tout le temps que c'est assez compliqué la partie financement puisque ça change en permanence. Ne serait-ce que les différentes périodes de l'année, il y a la politique commerciale de la banque qui évolue. Que rien que ça, déjà, ça fait varier les choses. Nous, on a eu le cas d'une agence à l'autre de ne pas avoir le même discours. Et on a eu le cas aussi, dans la même agence, selon la personne, de ne pas avoir le même discours. Ouais. Donc voilà, c'est loin d'être une science exacte. Et comme je dis souvent, il ne faut pas dire la banque refuse ceci ou la banque refuse cela. Ça dépend vraiment de l'agence, de la personne, du moment où on y va, de comment monte le dossier, comme tu disais, de qu'est-ce qu'on cherche à faire financer, évidemment. Enfin, voilà. Donc il y a beaucoup de paramètres, ce qui fait que c'est difficile de définir des règles immuables et valables tout le temps pour emprunter. Ok. Aujourd'hui, alors, on a parlé un petit peu des résidences principales. Donc nous, c'est plutôt des investisseurs qui a priori regarderont notre discussion. Pour les investisseurs, il y a toujours cette question du taux d'endettement qui revient, mais en même temps, tu vois, moi je le constate auprès d'investisseurs voilà qui ont des patrimoines qui sont conséquents. En fait, la banque regarde pas le taux d'endettement, clairement, dans ce genre de cas. Comment on peut faire pour qu'un investisseur, même on va dire qu'il y a 1, 2, 3 biens, tu vois, qui est peut-être plus en démarrage, est-ce que c'est possible pour lui aussi de finalement d'arriver dans une zone ou avec une banque ou dans une relation où il n'est pas bloqué par son taux d'endettement parce que ça c'est plus un calcul qu'on applique pour la résidence principale. Comment ils peuvent s'y prendre aujourd'hui? Est-ce que tu as des solutions autour de ça? Pour répondre à ta question, il y a quand même l'investisseur, il va être quand même assez vite bloqué au fameux 35% d'endettement avec le HCSF. Donc c'est vrai que avoir sa résidence principale plus 1 ou 2 ou 3 crédits locatifs, aujourd'hui on est vite limité à acheter sa résidence principale, faire un locatif et on est vite à 35%. Et donc se refaire une autre ligne de crédit alors qu'on est déjà à 35%, même si on présente des loyers futurs qui sera potentiellement supérieur à la future mensualité, la banque, elle va pas réfléchir comme ça, elle va pas se dire il y a plus de loyer que de crédit, donc je finance. Elle va toujours regarder le ratio d'endettement. Ouais. Et le ratio d'endettement, c'est simple, c'est moi je suis la banque, je ne veux pas que la part de tous vos crédits, la somme de tous vos mensualités de crédit, je veux pas que ça dépasse 1/3 de l'ensemble de tous vos revenus. Donc typiquement, je gagne 9 000 euros par mois, j'ai 1 000 euros par crédit. J'ai 3 000 pour 9 000, on est déjà au 33-35% d'endettement. C'est hyper convenable, j'ai plus de 6 000 euros de reste à vivre. Donc, moi, je me sens confiant en tant qu'investisseur, je me dis, mais j'ai un super reste à vivre et à chaque fois, je vais présenter un projet rentable à la banque. Elle doit me financer le 4e parce que je vais lui présenter 2 000 de loyer et 1 000 euros de crédit. Mais comme on est déjà à 35% et on va passer de 3 000 à 4 000, 4 000 par rapport et sur les 2 000, elle va prendre 70%.
Et ben, 4 000, il faut gagner 3 fois plus. Il faut être à 12 000. Et on n'est pas à 12 000, là. On est à 10 000, 10 000 et quelques. Donc, on sera au-dessus des 35%. Donc, même si, tu vois, tu présentes quelque chose de rentable à la banque, tu vois que tu as un super profil de revenu, du reste à vivre, les deux autres locatifs étaient rentables, là, tu es bloqué. Malheureusement, tu es bloqué. Le HSF fait que la banque pratique le calcul d'endettement classique. Et le calcul d'endettement classique, c'est la somme des charges par rapport à la somme des revenus. Là, on vient de voir dans cet exemple typique que pour un bon revenu global, ben, on va vite être bloqué et la carrière d'investisseur peut se finir. Et avant, pourquoi on arrivait à cumuler des dizaines d'appartements jusqu'à un patrimoine hyper conséquent, c'est que les banques pratiquaient le calcul différentiel. Et le calcul différentiel, c'est le calcul plus réaliste, où là, la banque fonctionne en cash flow. Je présente un projet à 2 000 de loyer et la future mensualité, c'est 1 000. Prenez, si vous voulez, 70% de 2 000, donc 1 400. 1 400 par rapport à 1 000, vous avez vu que j'ai un cash flow de 400. Et donc, les 400 s'ajoutent au revenu. Et donc, dans l'exemple de tout à l'heure, on rajoute 400 € aux 9 000 €. Et ça reste un ratio 3 000 pour 9 400. Tout à l'heure, c'était un ratio 4 000 pour 10 500. Ouais. Donc, on voit que là, le calcul d'endettement est totalement différent. Et avant, on favorisait le fait de pouvoir emprunter, réemprunter si on présentait des projets rentables. Aujourd'hui, malheureusement, on est vite limité. Donc après, il y a des solutions. C'est lorsqu'on a 2, 3, 4 emprunts, il y a la restructuration de prêts. Donc ça, c'est quelque chose à savoir en tant qu'investisseur. C'est quoi la restructuration de prêt? C'est la possibilité de retravailler tous ces prêts existants, de les regrouper et de les réétaler la dette. Donc c'est mathématique, hein. J'ai 3 crédits sur 3 durées différentes. J'en ai un sur 20 ans, l'autre il me reste 15 ans, l'autre il me reste 14 ans. Je dis à la banque, reprenez-moi tous mes encours de prêt sur 25 ans. Ce qui fait que comme on relige tout sur 25 ans, il y a de fortes chances que on passe de 3 000 de mensualité à, je dis une bêtise, hein, 2 000 € par mois. Et du coup, déjà, j'ai plus de 400 de cash flow dans l'immédiat. Et ça me permet d'avoir une meilleure capacité d'emprunt, de me dégager 1 000 € de capacité d'emprunt. Voilà. Ça, c'est la restructuration de prêt. C'est une solution. Autre solution, c'est de s'associer, de se mettre en SCI et de trouver une banque. Et nous, on a des partenaires qui réfléchissent comme ça. Si vous avez une SCI, elle vous voit en tant que société et non plus en tant que particulier. Là, ce que tu disais, tout ce que tu as dit, c'est en nom propre. Ouais. Dans le cas où tu es en nom propre. Là, désormais, on peut raisonner, on peut créer une structure type SCI ou société comme activité l'immobilier. Ouais, à l'IS. Et voilà. Et la banque va avoir un tout autre raisonnement parce qu'elle va vous voir en tant que structure et elle va regarder si la structure est bénéficiaire. Donc, si je présente un projet à 2 000 € de loyer et potentiellement la mensualité de crédit est à 1 000 €, la banque va voir 1 400 parce qu'elle va aussi pondérer les revenus locatifs. Elle va dire il y a plus 400, donc la structure SCI est rentable et donc je vais pouvoir financer et elle ne va pas regarder l'endettement. Elle va regarder l'endettement en avant-projet. Il ne faudrait pas non plus dépasser plus de 40% en avant-projet. Mais si le projet que l'on présente est entre guillemets rentable, qui dégage du cash flow positif, elle ne regardera pas l'endettement en après-projet. Elle regardera juste si la structure est bénéficiaire et si oui, il y a une possibilité de financement. Après, il y a une autre norme aussi. Il faut avoir des garanties derrière, des garanties financières ou un patrimoine, ce qu'on appelle un patrimoine net, correspond à 60 mensualités. Donc ça, c'est un produit que l'on a. Si la future mensualité, c'est 1 000 €, il faut montrer à la banque qu'on a comme garantie soit patrimoine financier, soit patrimoine immobilier, au moins 60 000 € de patrimoine net. D'accord. Ça, c'est une règle, un critère que les banques regardent. Ouais, c'est un des critères. Alors là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ce que je vis et c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est que finalement, quand tu passes dans le monde professionnel, c'est-à-dire en société, ce que fait en fait normalement tout investisseur à partir d'un moment où il développe sérieusement son patrimoine, c'est généralement ce qu'on fait pour des raisons aussi fiscales, pour des raisons d'organisation du patrimoine. Enfin, il y a plusieurs raisons.
Et la raison du financement en est une depuis 2-3 ans qui permet de rendre ça beaucoup plus facile. Et donc voilà, ça reste. Moi, c'est ce que je répète depuis des années. Hein, c'est la situation qu'on avait il y a 5 ans dans le financement était exceptionnelle et elle ne pouvait que se durcir d'une certaine façon. Et c'est plutôt une bonne chose aussi pour le marché, pour éviter que les prix n'augmentent de manière complètement déraisonnée. Donc c'est bien aussi que ça stabilise un peu le marché et on le voit, il y a moins d'emprunts, donc ça va tasser un peu le marché, c'est une bonne chose, ça va l'assainir. Et les investisseurs pros, eux peuvent continuer à avancer, à travailler, ça il y a pas de souci. Là où ça bloque le plus finalement, c'est peut-être plus sur la plus grosse part du marché qui est la raison principale au finalement. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, le taux d'usure, c'est la grosse problématique du moment. Le fait aussi que, psychologiquement, emprunter aujourd'hui à 3,40, 3,50, alors qu'il y a même pas un an, on était à 2,50, voire 2%. Je me souviens, j'ai eu du 1,90 l'été dernier encore. Donc, ça freine le marché de l'immobilier puisque, les prix mathématiques, logiquement, les prix de l'immobilier doivent baisser parce qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché. Mais malgré ça, les prix restent, si tu veux, la différence entre la perte de capacité d'emprunt suite à la hausse des taux, elle n'est pas compensée par la baisse des prix de l'immobilier. Ouais, j'ai vu que les prix devraient baisser de 10-15% pour que ça compense. Ouais. Il y a des endroits, je pense que c'est le cas, des endroits un peu moins recherchés c'est toujours pareil dans ces cas-là, hein, les endroits qui avaient un peu moins de valeur intrinsèque, un peu moins qualitatifs, c'est ceux qui baissent en premier un petit peu. Mmh. Mais oui, c'est pas encore compensé et donc c'est vrai que se dire j'achète à un taux de 3 et quelques ou 4 bientôt, psychologiquement ça fait peur, alors que c'était les taux il y a 5-6 ans ou 7 ans, enfin c'est pas non plus il y a très longtemps. Tout à fait. Après, comme on dit dans l'immobilier, c'est quand le meilleur moment pour acheter? Ça reste toujours là pour moi la règle de base. Le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut se décider, peu importe qu'on est sur une contexte de taux haut ou bas. Il faut se lancer et le jour où ça baisse, voilà, on a un contrat de prêt. Le contrat de prêt n'est pas figé. Il pourra, si les taux baissent à moins de 2,50, à ce moment-là, vous contactez votre propre banque pour dire je veux le meilleur taux du moment, on renégocie, ou si vous l'acceptez pas, je peux faire acheter mon prêt ailleurs sur le meilleur taux du moment. Oui, c'est assez facile à changer, ouais. Après, il y a quand même une certaine baisse des prix, hein. Je pense que faut pas hésiter aujourd'hui si on sent que le vendeur, voilà, il a du mal à vendre, ça fait 1 mois, 2 mois que le bien est sur le marché. Faut pas avoir peur, en tant qu'investisseur, de faire des prix coup de poing, sachant qu'on se dit on n'est pas pressé. Si ça passe, c'est magnifique. Après, c'est un marché d'offres et de demande, hein. C'est un marché d'offres et de demande. Voilà, c'est le jeu de faire une proposition. Si c'est accepté, c'est tant mieux, même si on emprunte cher, sachant qu'on aura fait une belle opération parce qu'on aura fait un prix coup de poing et plus tard, on pourra renégocier le taux. Donc, au final, on aura gagné sur les 2 tableaux in fine, quoi. Quel autre conseil, tu pourrais partager là pour les investisseurs qui nous regardent? On a parlé de pas mal de choses, un peu du marché, des dossiers, de ce que la banque regardait, mais tu vois, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter ou compléter? Je pense que on parle beaucoup de taux, tous les courtiers, toutes les banques communiquent sur le taux, le meilleur taux du moment, le taux d'usure. Je dirais qu'en tant qu'investisseur, voilà, on s'inquiète parce que les taux sont hauts, donc forcément, on a moins de capacité d'emprunt et puis psychologiquement, on se dit que ça coûte cher. Je peux vous donner un exemple type, hein, le produit SCI dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur 25 ans, on est à 4,90. Ouais. 4,90 sur le papier. Si on a un blocage psychologique, si c'est hors des questions pour nous d'emprunter à 4,90, forcément, ça va nous empêcher d'aller sur des bonnes affaires. Là, je peux vous donner un exemple concret, hein. Un immeuble dans une ville de France, là, avec un client, hein, qui potentiellement rapporte 14 000 de loyer, 14 000 de loyer futur. Il emprunte à 4,90. Il aura 5 000 de mensualité, mais au moins, il se laisse l'opportunité d'avoir ce bien qui se finance avec 14 000 de loyer pour 5 000 de... Donc, le cash flow, il est là, malgré qu'il aurait eu beaucoup plus de cash flow avec un taux à 3%, ça c'est sûr. Mais au moins, ça se finance. Il a son projet, il sera propriétaire. Il a sûrement dû faire une bonne négociation parce qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs sur le marché, donc il a moins de concurrence. Il est parti sur ce prêt malgré un taux élevé. Ouais. Alors que si l'investisseur, dans sa tête, c'est hors de question d'emprunter 4,90, il se loupe cette opportunité-là. Ça va être de toute façon, c'est une année
clairement pour moi d'opportunités. Entre les DPE, avec la plupart des vendeurs qui sont perdus avec ça, les taux qui remontent. Là, c'est vrai que ceux qui étaient plutôt débutants, amateurs ou touristes, là, il y a assez de mauvaises nouvelles pour les décourager, donc il va rester que les investisseurs un peu plus aguerris ou ceux, en tout cas, qui sont déterminés, parce que il va falloir surmonter tout ça, le côté psychologique, comme tu le disais. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Ça va être plus calme. Et encore une fois, je pense que c'est une bonne chose pour le marché que ça assainisse et qu'il n'y ait pas non plus. C'est fait pour ça. Ouais. Mais c'est fait pour ça et ça marche. De toute façon. C'est fait pour assainir toutes ces mesures, de toute façon. Ouais. Donc non, c'est bien qu'ils assainissent. Comme ça, ils assurent une certaine stabilité du marché, ce qui est quand même le but recherché, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour moi le conseil, c'est ne vous mettez pas de barrières. C'est plus sur le côté psychologique, parce que je ressens dans la communauté des investisseurs qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques. Ouais. Et celui-là qui réussit, c'est celui-là qui fonce en général. C'est celui-là qui connaît, qui se fixe un objectif et qui sait aussi s'allier. C'est important. Donc on en a parlé tout à l'heure. C'est important de bien s'entourer. Et le courtier fait partie de la team que vous devez vous créer. Vous créez votre mini écosystème. Le courtier en travaux, ou le courtier, un chasseur, pourquoi pas, pour trouver les perles rares. Un chasseur dans l'immobilier. Constituez-vous la meilleure équipe. Travaillez avec des personnes de confiance. Donc ça, c'est aussi hyper important, je pense. C'est le meilleur des conseils, c'est de travailler avec des personnes qui ont envie d'avancer avec vous. Je pense que le meilleur des conseils, c'est foncer et des objectifs élevés et entourez-vous des meilleures personnes. Ok. Bah écoute, merci pour tout ça. Je pense qu'on a un bon aperçu de tout ce qu'il faut faire en ce moment-là, surtout en cette période. En début d'année, on est encore un petit peu sur le début d'année. Merci pour tout ça. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent te solliciter. Donc, tu travailles sur toute la France. Tu travailles aussi dans les dom-tom, etc. Partout. Alors, nous, l'avantage chez Copres, c'est que on adopte la philosophie du digital, donc du 100% visio, 100% à distance. On travaille avec toutes les banques en France. Donc là-dessus, on a un panel hyper large de banques dans toute la France. Donc on peut répondre à toutes les demandes. Okay. Et à tout type de prêts, bien sûr, les prêts de restructuration, les prêts hypothécaires, les prêts des banques spécialistes en SCI. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. C'est sans engagement. On vous donnera surtout notre avis sur vos possibilités d'emprunt, ce qui est possible, pas possible, ce qui peut être optimisé. Et voilà, l'idée de nous, c'est qu'on avance avec vous, qu'on trouve des solutions ensemble et que vous nous évoquiez vos objectifs ou vos rêves et puis on fait en sorte de vous aider à réaliser vos rêves. Ok. Bah écoute, merci pour tout ça et on se retrouvera certainement dans une autre vidéo de suivi sur l'état du marché dans les mois qui viennent. Merci. Avec plaisir. À bientôt.